Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on est réunis pour un cyberéthique concernant l'accueil et la prise en charge en 2022 des personnes présentant des variants du développement sexuel. Il y aura 4 intervenants. Marie-Athéa de Portales, qui est psychologue clinicienne au CHU Grenoble-Alpes, qui nous parlera de l'évolution des concepts de genre et de sexe. Ensuite, le docteur Elsa Schmidt, psychiatre au centre hospitalier spécialisé Alpes-Isère, qui évoquera l'évolution des nomenclatures concernant le genre en psychiatrie. Ensuite, Laurine Duchesne, étudiante en droit, qui a fait son stage à l'espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous parlera de l'évolution de la loi et en particulier d'actualité des lois de bioéthique de 2021. Et enfin, François Istas, gynécologue obstétricien au CHU Grenoble-Alpes, qui nous donnera son point de vue de praticien pour assurer la prise en charge des personnes présentant un variant du développement sexuel. Comme vous l'a expliqué Éric Laporte, pour des raisons techniques, je ne vous laisserai pas la parole pour poser des questions à l'issue de chacune des interventions, euh, une par une, mais par contre, notez bien vos questions et de façon à pouvoir les poser à la fin des 4 communications. Et j'espère que la discussion sera nourrie, parce que c'est un problème qui, vous allez le voir, est délicat. On va essayer de le préciser autant que faire se peut, mais je ne doute pas qu'il restera des questions à l'issue des 4 interventions. Marie-Althea, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Dans le cadre du CECOS, donc du Centre d'études et de conservation des œufs et des spermatozoïdes, nous travaillons surtout concernant donc la préservation de fertilité chez les personnes présentant une transidentité. Et donc, c'est dans ce contexte-là que je souhaitais ce soir vous parler un petit peu on parlait des variations. Moi, ce sera vraiment centré sur la transidentité, avec notamment ce qui concerne l'évolution du concept de genre, parce que on se retrouve encore confronté, et je l'entends bien souvent, des confusions de langage entre transsexualisme, transgenre, transidentité, voilà, personnalité non binaire, queer, etc. Il y a encore des mélanges encore dans tout ça. Et donc, ça me semblait important d'introduire un petit peu ces concepts et de vous présenter l'évolution de ces concepts et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle plus spécifiquement de transidentité. Alors, j'espère que vous voyez bien mon écran. En principe, ça doit être bon, mais je n'ai pas l'habitude de Teams, donc voilà, j'espère juste que tout est bien en place. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Ce que la notion de sexe nous donne, c'est dès la naissance, bien sûr, ça va nous donner des implications à la fois biologiques, administratives, légales, mais aussi psychologiques. Et ça, c'est bien évidemment cette question de cette assignation du sexe à la naissance et de son implication. Et c'est bien je dirais, cette confrontation entre ce A priori, l'écran biologique n'est pas et... visible. Ah, l'écran n'est pas visible. Disons Pour que moi, il l'est. Là, on reste sur la première diapo, excuse-moi, sur ton titre, évolution ah, du procès. là, ça n'avance pas. Vous ne voyez Non, pas la suite. non. Pourquoi? Parce que j'ai mis lire. Là, ça ne change pas. Non. Ah, qu'est-ce qui se passe? Alors, stop sharing. Share. Pourtant, je suis bien en... Est-ce que... Là, ça change quelque chose? Là, ça va. Voilà. Pour moi, c'était déjà bon avant, mais a priori, c'est bon pour. Voilà, Plus maintenant de c'est bon. Tu as... Ah, ok. D'accord, très bien. Alors, n'hésitez pas, parce qu'encore une fois, je ne suis pas très pro de Teams. Donc, ce qu'on appelait historiquement transsexualisme, et aujourd'hui on va parler de transidentité, c'est cette non-congruence entre le sexe biologique assigné à la naissance et sa propre perception d'être féminin ou masculin. Et c'est bien là que se situe la question de genre.
Ce qui est intéressant, c'est que le concept de gender en anglais avait très longtemps un sens purement grammatical et ça a été assez long pour que finalement il puisse y avoir cette introduction de notions plus culturelles et sociales de ce qu'est le masculin et le féminin. On voit également beaucoup de différences, c'est en ça que c'est éminemment culturel, on voit vraiment des grosses différences aussi au niveau mondial et au niveau, ben voilà, en anglais ça avait un sens purement grammatical, en français il y a plus de 12 sens de ce mot de genre, et puis il y a même effectivement des langues où il y a d'autres genres que le masculin ou le féminin. Pour citer Simone de Beauvoir, on reste sur cette question de, ben voilà, on ne naît peut-être pas femme, mais on le devient. Et donc, c'est toute cette question du culturel qui vient transparaître là, avec cette notion également d'identité. C'est pour ça qu'on va parler d'identité trans ou de transidentité. C'est de pouvoir intégrer dans cette question de l'identité à la fois le processus constant, cette constance que l'on a d'être soi, et aussi quelque chose qui peut être très évolutif. À la fois, ça veut dire qu'il y a des éléments qui sont permanents, mais il y a également des éléments qui sont subjectifs et qui reflètent cette conscience d'être soi-même. Donc, à la fois, on a ce sentiment d'être toujours le même, mais en évolution. Je vais vous donner un exemple clinique d'un patient trans qui, du coup, donc, en devenant homme, lorsqu'on parle d'un homme trans, on parle bien d'une femme biologique, mais qui s'assigne en tant qu'homme, et qui avait cette crainte, qui me le disait en consultation, qui avait cette crainte que les traitements, etc., le changent radicalement de qui il était. Et en psychiatrie, ou en tout cas en psychologie, moi, je vais vraiment faire la différence entre un patient qui me présente ce sentiment de continuité, même s'il change de genre, il reste le même. Et j'ai un autre patient, un autre exemple en tête, d'un patient qui me disait nous sommes deux finalement. Quand c'est elle qui prend la parole, eh bien, elle aime ci, elle aime ça, donc elle a des changements très importants. Et puis, quand il était garçon. Et on voit bien que là, on n'est plus du tout dans une problématique de transidentité, mais dans une problématique plus psychiatrique de dissociation éventuellement. Donc, effectivement, le sexe à la naissance nous assigne en tant que mâle ou femelle. Et c'est ça qui va engendrer des attentes quant au rôle sexuel que l'on peut avoir. Et ces attentes sont éminemment culturelles. Je vais vous donner aussi un exemple tout simple, même à la naissance, quand on va à la maternité et puis qu'on a on va accueillir un petit garçon, une petite fille, eh bien, on va peut-être prendre le petit garçon à bout de bras en disant « Oh, il est fort, il est robuste, etc. » Et puis la petite fille, on va la prendre plus de façon protectrice en disant « Oh, elle est douce. » On a ces attentes-là. Et dès la naissance, voire même dès la grossesse, où on peut, si jamais on a une grossesse où on sent que le bébé bouge beaucoup, et si on sait que c'est un garçon, on peut avoir tendance à dire « Oh, il est costaud, il sera un futur footballeur », pour reprendre l'exemple de ce qui nous attend en ce moment. Mais si c'est une petite fille qui bouge beaucoup, on ne va pas avoir les mêmes, ça ne va pas prendre la même connotation. Alors, simple petit rappel, c'est ce que je vous disais, donc ce qu'on appelle communément donc F to M, donc c'est female to male, c'est une personne qui est née femme et qui transitionne vers un genre masculin. Male to female, M to F, c'est une personne qui est née homme et qui est en transition vers le genre féminin. Ce qu'on appelle classiquement non-binaire ou gender fluide, ce sont des personnes qui ne s'assignent ni à un genre ni à l'autre. Petit rappel historique, mais qui que je trouve moi personnellement vraiment intéressant pour pouvoir asseoir un peu notre soirée. John Monnet, dans les années 50, fait sa thèse sur l'hermaphrodisme et il a donc observé des enfants qui avaient un sexe d'assignation à la naissance. C'était des enfants qui avaient donc cette problématique d'hermaphrodisme et on leur assignait un sexe et finalement, ce qu'il a pu voir au cours de sa thèse, c'était que si les parents étaient parfaitement convaincus du sexe qui était assigné à cet enfant, eh bien, les enfants s'accommodaient très bien de ce sexe d'assignation. C'est ce qui a démarré cette dissociation finalement entre la nature et la culture, avec deux versants du concept de genre.
à la fois donc, ce qu'on appelle par le rôle de genre, qui est l'aspect social, les attentes que l'on a de ce genre, et l'identité de genre, où là, c'est l'autodétermination par le sujet. Harry Benjamin, c'est le premier à avoir essayé de donner une définition théorique avec cette insistance sur la demande transsexuelle. Et c'est de là qu'est partie vraiment toute cette théorie autour du transsexualisme, qui était de finalement se dire on veut pouvoir agir sur le corps pour modifier la reconnaissance de son sexe. Aujourd'hui, et je pense que les autres intervenants expliqueront bien que légalement, aujourd'hui, les personnes qui présentent une transidentité peuvent parfaitement changer d'identité de genre sans pour autant changer physiquement. Ils n'ont pas d'obligation d'intervention chirurgicale. C'est depuis 2016, donc c'est assez récent malgré tout. Qu'est-ce qui s'est passé dans la suite historiquement? C'est qu'il y a vraiment eu un désir de rompre, parce que dans cette question de transsexualisme, le fait d'y introduire ce mot de sexuel introduisait une notion donnait une illusion ou une impression d'orientation sexuelle. Alors qu'en fait, on sait bien que les personnes qui sont en transidentité, ça ne présume absolument pas de leur orientation sexuelle. Donc on peut avoir vraiment tous les cas de figure d'orientation sexuelle, y compris bien évidemment des personnes bisexuelles, etc. Donc il y a vraiment pas du tout de connotation sexuelle dans cette question de transidentité. Et donc, il y a eu au départ, et je pense que Elsa en parlera tout à l'heure bien sûr, dans le DSM-4, cette idée qu'on n'est plus dans un trouble, mais on est dans une notion de souffrance. Et c'est là qu'on va parler, à ce moment-là, on parlait encore de dysphorie de genre, qui introduisait cette notion. Donc, on enlève la question du transsexuel, du sexuel, mais on y met une notion de souffrance. On est assigné à un genre, cette non-congruence entre l'assignation à la naissance et ce que l'on ressent, eh bien, ça provoquerait une souffrance, une dysphorie. Et donc, à ce moment-là, comme il y a souffrance, il y a prise en charge médicale. C'était un petit peu ça l'idée au départ. Mais en même temps, les communautés trans sont vraiment et continuent à insister beaucoup pour dire que ça n'est pas une pathologie. Et le problème de parler de dysphorie de genre, c'est que ça pathologisait un petit peu les choses. Et ça, c'était quelque chose que les personnes trans vraiment ne souhaitaient absolument pas. Et donc, il va y avoir de plus en plus cette introduction, et aujourd'hui, c'est vraiment ce sur quoi on s'accorde. On va parler plutôt de transidentité, vraiment pour mettre à distance à la fois la notion de souffrance, de pathologie, et également l'aspect de l'orientation sexuelle. Quelque chose qui est intéressant et que l'on observe dans la pratique clinique, c'est un certain paradoxe que l'on peut trouver entre certaines personnes trans qui vont avoir vraiment un désir de s'intégrer dans des règles sociales, voire même d'amplifier les codes de genre. J'ai en tête une femme trans qui est arrivée en consultation pour une préservation de fertilité en me disant, voilà, je suis sûre que je suis une femme parce que j'adore porter des talons hauts et faire du ménage. Bon, alors, j'étais, moi, un peu secouée par ce côté très caricatural et du genre féminin, mais on voyait que c'était quelque chose où elle était dans cette importance, en tout cas, d'amplifier les codes de genre. À côté de ça, et on a aussi d'autres personnes trans qui sont plutôt dans une affirmation de leur singularité et qui vont s'inscrire plutôt dans ce mouvement queer, à se dire, bah non, moi je ne suis pas spécifiquement dans un genre masculin ou féminin, je suis quelqu'un de singulier. Et d'autant plus qu'on est dans une société qui nous interroge de plus en plus sur les rôles sexués. Qu'est-ce que c'est qu'être homme? Qu'est-ce que c'est qu'être femme? Est-ce que finalement ça nous assigne dans un rôle spécifique? Ce sur quoi je voudrais insister ce soir, c'est vraiment que aujourd'hui, on n'est plus dans cette question, en tout cas pas dans notre pratique, de la question de la binarité. Est-ce que, voilà, l'un ou l'autre? Je reviens sur ce que disait Simone de Beauvoir. Finalement, c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est le roman familial singulier. C'est qu'est-ce qui fait, dans cette phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on ne le devient. C'est vraiment cette question du devenir. Qu'est-ce que je deviens moi? Et c'est là où vraiment, nous, en tout cas, en tant que psychologue, enfin moi, en tout cas, en tant que psychologue, c'est vraiment là-dessus que je m'intéresse. C'est vraiment ce roman familial. Dans quoi s'inscrit cette personne? Et de dire que finalement, la singularité de l'être humain, eh bien, elle ne se résume pas à l'inscription dans son genre.
aujourd'hui, les techniques d'aide médicale à la procréation, elles ont permis de séparer la sexualité et la reproduction. L'aide médicale à la procréation pour toutes, donc avec la nouvelle loi de bioéthique, et voilà, Laurie en parlera tout à l'heure, mais voilà, on a cette question d'introduire aussi un tiers d'honneur dans cette histoire familiale. Et du coup, ça nous interroge aujourd'hui sur, finalement, quelle perspective pour les personnes trans, pour lesquelles aujourd'hui on peut préserver leur fertilité, peut-être dans quelles conditions est-ce que l'on peut utiliser leurs gamètes pour leur permettre d'être parents de leur enfant avec leur propre génétique, sans pour autant porter l'enfant pour une femme trans, pour un homme trans, je veux dire. Et donc, du coup, voilà, ça interroge sur finalement ça nous bouscule dans nos représentations familiales, mais je crois qu'il faut encore une fois rester sur ce qui se passe dans le roman singulier. Et voilà, pour terminer, je donne juste cette petite information sur le fait qu'il y a encore, malheureusement, je dirais en tout cas c'est ce que je pense moi, le fait de recourir à la préservation de gamètes, c'est quelque chose qui reste encore assez marginal en France pour les personnes trans, alors que c'est un désir, en tout cas qui est évoqué par les personnes. Parce que les études ont montré, alors ce sont des études américaines, donc du coup, elles évoquent le prix de la préservation, ce qui n'est pas le cas chez nous. Mais nous, en revanche, on a une législation et une loi bioéthique qui est encore très obstructive pour les personnes trans. Et puis, les personnes souhaitent vraiment transitionner d'un point de vue hormonal rapidement, de façon urgente. Et parfois, du coup, ça ne leur laisse pas le temps de cette préservation de gamètes. Et elles ne sont pas là-dedans, en tout cas, dans leur désir. Et en tout cas, certaines évoquent quand même, encore une fois, peut-être la peur de la discrimination contre l'enfant qui serait issue de cette conception. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Merci beaucoup, Althea. C'était très intéressant, l'évolution des concepts tels que vous venez de le rapporter. Je passe la parole maintenant à Elsa, qui va évoquer l'évolution des nomenclatures. Voilà, bonsoir, j'essaye de partager mon écran. Alors. Parfait. On voit bien. Voilà, donc moi je suis psychiatre et je vais vous parler de l'évolution des nomenclatures concernant le genre en psychiatrie. Alors je suis partie d'un peu loin parce qu'en fait c'est des concepts qui touchent à beaucoup de domaines différents. Et je pense que c'était important de rappeler que qu'en psychiatrie, les classifications ne reflètent pas forcément les mécanismes d'autres types de classifications, puisque quand on revient aux définitions de base d'une maladie, d'un syndrome, ça repose sur des définitions qui étaient anatomocliniques et physiopathologiques. Et qu'en psychiatrie, on est plutôt sur un modèle plurifactoriel d'interaction entre la génétique, l'environnement et l'histoire de la personne, qu'on appelle un modèle stress-vulnérabilité, avec l'interaction des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Et donc ça donne une définition du trouble mental, par exemple là dans le DSM-4, comme un syndrome psychologique ou comportemental cliniquement significatif qui se produise chez un individu qui est associé à une souffrance ou à une incapacité ou à un risque accru de souffrance et d'incapacité avec perte de liberté. Donc voilà, je voulais revenir à ces définitions pour montrer que c'est très large en fait, que un concept de trouble ou de syndrome en psychiatrie, on touche tout de suite au culturel, au social, à l'historique, très rapidement.
Alors, pour éclairer un petit peu tout ça, là, vous avez une petite diapo sur l'historique des classifications. Donc, les classifications, c'est aussi vieux que la médecine, hein. Ça date de l'école hippocratique, qui avait déjà, du côté des maladies mentales, avait décrit la manie, la mélancolie, la paranoïa, les phobies. Et du côté des troubles de l'identité sexuelle, avait décrit la maladie des sites, dont j'aurai l'occasion de reparler juste un petit peu plus tard. Voilà, donc ça c'était simplement pour rappeler d'où on vient quand on parle de classification. Je vous ai mis un petit rappel là sur l'évolution historique avec l'apparition progressive de la référence à l'étiologie. Et le fait que longtemps, la psychiatrie les classifications ont été conçues sur le modèle des classifications somatiques, et que pour les psychiatres, jusqu'au 19e siècle, ces classifications reposaient sur des entités anatomocliniques. Jusqu'à ce que la transition s'effectue à l'époque de Kraepelin, puis Bleuler et Freud, où on bascule sur des critères d'évolutivité et de psychopathologie. Avant d'arriver pour des questions de reproductibilité interjuge et de fiabilité diagnostique, à des critères plus objectifs. Voilà, donc là je vous ai mis pour la petite histoire, parce que je trouvais ça intéressant. Hippocrate rapporte qu'au pays des Scythes, nombre d'hommes deviennent impuissants et se livrent alors pour beaucoup d'eux au travestisme. Ce signe y est interprété par tous comme une marque d'élection divine, une sorte d'androgynie originelle en fait qui était valorisée, hein, chez les Grecs. Hippocrate, après avoir observé les habitudes de ce peuple, déclare: on trouve parmi les Scythes beaucoup d'hommes impuissants, ils se condamnent aux travaux des femmes et parlent comme elles, on les nomme effémines, et selon lui, cette impuissance s'originait dans la pratique abusive de l'équitation. Donc ça, c'est pour l'anecdote historique. Cela dit, c'était quand même un progrès par rapport aux explications qui étaient en vogue à l'époque, d'origine mythologique ou religieuse. Voilà, Hippocrate, à sa manière, cherchait déjà à trouver des mécanismes plus rationnels d'explication. Alors, ensuite, c'était pour vous montrer un petit peu d'où viennent les concepts qu'on utilise aujourd'hui. Donc, malheureusement, on peut dire qu'au 19e siècle, dans la médicalisation à outrance a fait que les troubles de la sexualité étaient classés dans la catégorie des psychoses, en fait, hein. Et ensuite dans celle des perversions, voilà. Avant que Hirschfeld, donc c'est un médecin allemand qui a fondé le premier institut de sexologie à Berlin en 1919. Et c'est le premier qui a évoqué les termes de travestissement, homosexualité et même transsexualité. Voilà, c'est un personnage tout à fait intéressant à étudier. Il était vraiment d'avant-garde et il a essayé d'œuvrer pour la dépénalisation de l'homosexualité en Allemagne. Bon, ce qui a été très compliqué évidemment par la suite. Ce qui est intéressant de relever, c'est qu'il reprend à son compte une théorie de Karl Ulrich qui avançait l'idée de stades intermédiaires entre le masculin et le féminin,
et avec l'idée d'une variabilité. Et en fait, on peut envisager ces concepts comme des précurseurs de ce qu'on appelle aujourd'hui la fluidité de genre ou la non-binarité. Ensuite, donc dans les années 50, suite à la première transformation hormonale et chirurgicale considérée comme réussie de George, devenue Christine Jorgensen, donc le sexologue Harry Benjamin utilise et médiatise le terme de transsexualisme. Et dans les années 60, aux États-Unis, autour de la clinique John Hopkins, a lieu une collaboration intéressante entre Benjamin, John Money et ainsi que le psychiatre Robert Stoller. Et la collaboration de ces différents spécialistes, puisque Benjamin était plutôt sur le versant organique, endocrino, John Money plus sur le versant psychosocial, et Robert Stoller était dans une réflexion qui partait d'une réfutation des catégories diagnostiques qui étaient très discriminantes à l'époque aux États-Unis. Et la conjonction des recherches de ces trois personnes autour notamment des patients intersexués ont vraiment permis de faire progresser l'élaboration des concepts de genre et de sa variabilité. Alors là, donc c'est juste pour introduire les classifications les plus utilisées, les plus employées actuellement. On a donc la classification internationale, la CIM, classification internationale des maladies. En fait, c'est intéressant d'avoir une idée de l'origine historique. C'est un Français qui a proposé en 1893 au Bureau international de statistique cette classification qui était vraiment à visée de santé publique en fait, initialement, c'est-à-dire plutôt une revue de mortalité internationale. Ensuite, ces classifications ont évolué et sont révisées à intervalles réguliers par consensus d'experts. Donc là, vous avez les dates, puisque suite à alors attendez voir. Donc voilà, donc en fait la classification, la CIM, c'était initialement quelque chose qui avait été mis en place sur un volet statistique et a été repris après la Deuxième Guerre mondiale par la Société des Nations, puis l'OMS, avec une visée vraiment internationale. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir classifier l'ensemble des pathologies pour avoir une idée statistique des occurrences dans tous les domaines de la santé. Voilà, donc la CIM, c'est une classification qui est standardisée monoaxiale et qui avait une utilité initiale statistique et qui actuellement nous sert à une vocation plutôt administrative. On l'utilise pour la cotation des actes médicaux. Alors que le DSM, c'est une classification qui est spécifique à la psychiatrie, depuis le DSM-3, c'est une classification qui est pluriaxiale, on va en reparler, et l'objectif du DSM, c'était vraiment un objectif de recherche, de servir de support à la recherche, avec donc l'idée, c'était de permettre par des tableaux de critères diagnostiques très précis, d'avoir la meilleure reproductibilité interjuge à l'instant T possible. Et donc, de ce point de vue-là, ça fonctionne. Par contre, sur le plan évolutif, ça fonctionne moins. C'est-à-dire que la reproductibilité au niveau des critères
n'est pas forcément la même sur un intervalle de plusieurs années qu'au moment où sont faites les études. Alors là, je reprends l'évolution des appellations dans le DSM. Donc dans les DSM 1 et 2, donc on est dans les années 50, on a encore l'homosexualité et le travestisme qui sont décrits comme déviance sexuelle et donc comme pathologiques. Et donc euh, alors donc ça reflète hein, l'état du droit de l'époque et toutes les on va le revoir hein, à travers l'évolution, mais c'est une évolution très lente hein, sur le plan social, de la dépénalisation et ensuite de la démédicalisation de ces éléments. On a le DSM dans sa 3e édition, c'est-à-dire seulement en 1980, qui inclut le concept de transsexualisme dans une nouvelle catégorie, c'est-à-dire que enfin cette catégorie ne reflète pas une pathologie mentale à part entière et qui s'appelle la catégorie des troubles psychosexuels. Alors, ensuite, on a dans le DSM-4 le transsexualisme est remplacé par un ensemble commun intitulé troubles de l'identité sexuelle, dont sont exclues les affections responsables d'un phénotype de type hermaphrodite. Et cette exclusion posait problème sur le plan clinique. Donc, c'est pourquoi, à partir du DSM-5, qui date de 2012, l'appellation trouble de l'identité a été remplacée par la dysphorie de genre. Alors, le genre est préféré à celui de sexe et permet d'inclure les patients présentant un phénotype de type hermaphrodite, lui-même renommé dans cette classification trouble du développement du sexe. C'est important de noter que le changement du terme trouble de l'identité pour dysphorie implique une modification dans l'approche même de cette clinique, car la question se centre beaucoup plus sur le vécu subjectif de l'individu et non sur l'observation objective d'une non-conformité de genre. Donc, c'est-à-dire que ce que disait Maria Tella tout à l'heure, la souffrance morale des personnes est prise en compte dans cette appellation, qui est moins stigmatisante, mais néanmoins reste encore loin de la neutralité qui est appelée par les personnes elles-mêmes. Dans la CIM, c'est encore plus lent, puisque le transsexualisme n'apparaît qu'en 1977 dans la 9e version. On a, à partir de 1993, dans la CIM 10, un modèle catégoriel qui permet de faire apparaître des troubles de l'identité sexuelle différenciés, c'est-à-dire appelé alors transsexualisme, transvestisme bivalent, c'est un nom un peu étrange, qui veut dire des personnes qui ont un attrait pour les comportements d'un autre sexe, mais sans désir de changement organique. Et les troubles de l'identité sexuelle de l'enfance. En 2019, on arrive à la dernière version, c'est-à-dire la CIM 11, avec la création d'une nouvelle catégorie, c'est-à-dire que la CIM 11 enfin acte la création d'un volet santé sexuelle qui permet de catégoriser ces troubles en dehors de la pathologie mentale. Donc, on arrive au diagnostic d'incongruence de genre hein, qui se caractérise par une incongruité marquée et persistante entre le genre vécu et le sexe assigné. Donc, je vous ai juste mis que en parallèle, il y a aussi la question de la prise en charge, hein, puisque la dysphorie de genre a été admise comme ALD psychiatrique en 2004, puis
comme trouble précoce de l'identité sexuelle, et ensuite a été prise en compte comme ALD hors liste à partir de 2009 pour permettre de distinguer des pathologies psychiatriques. Donc là, je vous ai mis sur la dernière image le commentaire de la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe en mai 2019 sur cette dernière appellation de la CIM 11, où elle explique que le retrait du trouble de l'identité de genre de la liste des maladies mentales adoptée par les États membres de l'OMS, dans sa dernière version, est pour les personnes transgenres une initiative bienvenue. Voilà. La pathologisation des personnes transgenres a servi pendant des années à justifier des violations graves de leurs droits de l'homme, y compris des tentatives de guérir, entre parenthèses, ces personnes par des thérapies de conversion, soi-disant réparatrices. Donc, ce qu'elle précise, c'est que si le retrait du trouble de l'identité de genre de la liste des maladies mentales est un progrès, certains aspects de la CIM 11 restent cependant préoccupants, et j'appelle les États membres de l'OMS à continuer d'améliorer le texte. Parmi ces motifs de préoccupation figure le fait que l'expression incongruence de genre est toujours employée et pourrait être interprétée comme suggérant une anomalie. Voilà. Donc, voilà, on relève que la commissaire des droits de l'homme regrette qu'on n'ait pas fait un pas de plus vers la dépathologisation complète de ces expressions. Voilà, donc j'espère que j'ai pas été trop confuse et je répondrai à vos questions tout à l'heure. Merci pour votre attention. Non, non, pas du tout. Tu abordais un problème complexe et l'approche historique que tu as adoptée était, à mon sens, la plus pertinente. Depuis les sites, je ne connaissais pas cette version, cet élément du travail d'Hippocrate et l'évolution, en terminant par la déclaration de la défenseur des droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Non, c'est passionnant comme évolution et ça suit parfaitement la présentation de Marie-Althea concernant la nécessité de poursuivre ce travail de dépathologisation. Mais je vais passer la parole à Laurine Duchesne. Laurine, à vous. Oui, vous m'entendez bien? Très bien. Ok, super. Donc, bonjour à tous, je vous remercie d'être présents à ce cyberéthique. Alors moi, du coup, je vais vous informer sur les avancées juridiques au sujet de la prise en charge des personnes dites intersexes. Donc les personnes intersexes, ce sont donc des personnes qui présentent des variations du développement génital et qui, dès la naissance, sont presque toujours opérées parce que leur sexe ne correspond pas biologiquement, génitalement, à un sexe féminin ou masculin. Alors, si le recours aux traitements et aux opérations qui sont nécessaires pour éviter tous les risques pour la santé de l'enfant ne fait pas débat, les opérations dites de conformation ou de normalisation à visée seulement esthétique sont beaucoup plus controversées. Puisqu'en effet, il faut savoir avant toute chose, pour bien comprendre toute la complexité de ce sujet, c'est que pour porter atteinte à l'intégrité du corps humain, il faut deux conditions qui sont prévues par la loi. D'abord, l'atteinte doit être nécessaire médicalement et ensuite, la personne doit consentir à cette atteinte. Sauf en cas d'urgence, bien sûr, où il existe des dérogations. C'est vraiment deux conditions qui sont indispensables. Ce que, du coup, plusieurs organisations nationales et internationales revendiquent depuis quelques années, c'est d'interdire les opérations qui sont faites à visée esthétique, puisque par conséquent, en fait, elles ne respecteraient pas la condition d'être nécessaires médicalement et donc elles seraient en fait illégales. Pour eux, il faudrait finalement interdire ces opérations dès la naissance et en fait attendre, si possible, si l'état de santé le permet, que le mineur puisse en fait avoir le discernement nécessaire pour ensuite consentir tout seul à l'acte médical puisqu'il s'agit de son corps.
À l'inverse, du coup, pour certains professionnels de santé, et notamment ceux qui pratiquent ces opérations de conformation, la nécessité médicale, elle est justifiée principalement pour des raisons d'ordre psychologique. Le corps doit correspondre finalement à une identité sexuelle. Alors, le législateur n'a pas fait le choix d'interdire ces opérations de conformation, mais il est tout de même intervenu finalement pour donner un cadre légal à la prise en charge de ces enfants. Il est intervenu pour la première fois sur ce sujet et très récemment à travers la loi de bioéthique du 2 août 2021. Avant, on peut le dire, il y avait vraiment un vide juridique au sujet de la prise en charge de ces enfants. Donc, on a eu deux gros volets de modification. D'abord au niveau plus du code civil et ensuite au niveau du code de la santé publique, on va voir du coup un peu plus spécifiquement. Donc, tout d'abord, au niveau du code civil, le législateur est venu modifier les articles au sujet de la mention du sexe sur l'acte de naissance. Parce que vous le savez, en France, quand un enfant naît, on doit apposer la mention de son sexe sur l'acte de naissance et il doit être soit féminin, soit masculin. Il n'existe pas de sexe neutre comme dans d'autres pays, comme en Allemagne par exemple. La loi de bioéthique, du coup, elle permet désormais une dérogation, justement, en cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de la naissance. Une dérogation de 3 mois. Voilà. Du coup, l'objectif de laisser 3 mois pour apposer la mention du sexe, c'est en fait de faire un choix relatif au sexe de l'enfant qui sera fondé sur un diagnostic éclairé. On peut du coup se demander si 3 mois, c'est suffisant. De plus, la loi de bioéthique, elle permet de faciliter en fait les démarches pour rectifier la mention du sexe sur l'acte de naissance. Donc, la variation ou les variations du développement génital sont un motif recevable pour obtenir la rectification du sexe et du prénom. Voilà. Du coup, si on va un petit peu plus loin, on peut s'interroger en fait sur le fait que sur cette facilité finalement à rectifier la mention du sexe sur son acte de naissance, ça pose un petit peu la question de l'importance finalement du sexe comme élément d'identité sur nos actes d'état civil. Voilà. Alors ça, c'était les modifications au niveau du code civil. Ensuite, le législateur est intervenu du coup pour modifier le code de la santé publique. On a créé un article de la loi qui va venir finalement encadrer la prise en charge médicale et sociale des enfants qui sont déjà nés. Donc, dorénavant, les personnes qui présentent des variations du développement génital devront être prises en charge par une équipe pluridisciplinaire et spécialisée dans des centres de référence de maladies rares. Pourquoi? Parce qu'avant, ils étaient pris en charge finalement par l'équipe de la maternité du lieu de naissance. Le but d'instituer cette prise en charge spécialisée par l'équipe pluridisciplinaire, c'est que les professionnels de santé seront adaptés voilà, à ce genre de situation et ils vont vraiment pouvoir éclairer les titulaires de l'autorité parentale et proposer finalement les différents traitements et les alternatives qui existent ainsi que toutes les conséquences. D'ailleurs, c'est important de noter que le législateur rappelle bien dans cet article que l'abstention de traitement peut aussi être envisagée. Vous voyez, il n'interdit pas les opérations de conformation, mais il vient quand même dire que voilà, si l'état de santé le permet, on n'est pas forcément obligé de faire quelque chose. Voilà. Alors attention parce que du coup, cette prise en charge médicale spécialisée, pour l'instant, elle n'est pas applicable parce qu'elle doit être régie par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la solidarité et de la sécurité sociale, pardon, après avis de la Haute Autorité de Santé. Un arrêté, c'est une décision administrative qui viendra en fait fixer les règles relatives à la formation et à la qualification des professionnels de santé de l'équipe pluridisciplinaire et également réaliser des règles de bonne pratique. Donc là, on est toujours en attente de cet arrêté, mais on voit quand même l'idée du législateur qui finalement, à travers la loi de bioéthique, vient essayer de concilier la protection des personnes intersexes
mais aussi la perpétuation de la binarité des sexes socialement établis. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Laurine. C'était très clair, j'ai beaucoup apprécié. On va passer maintenant la parole à François Istas et les questions arriveront dans la discussion générale, je n'en doute pas. François, à toi. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez bien mon diaporama. On t'entend bien et on ne voit pas encore ton diaporama. Ah, dans ce cas, c'est que, comme mes collègues, je ne suis pas très fort pour utiliser. Est-ce que vous voyez mon diaporama? Oui, il est apparu. Très bien, très clair. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle François Istas. Je suis gynécologue obstétricien au CHU de Grenoble. Je suis accoucheur de province. Je suis chirurgien. Et donc, moi, ce que je souhaitais à travers cette présentation, c'était de vous faire part du regard qu'on pouvait avoir quand on avait quelques notions, sans être expert de l'intersexuation. Comme la plupart de mes collègues médecins, je suis clinicien. Je suis amené à prendre en charge des maladies et des pathologies. Mais l'âge avançant, j'ai été amené à prendre en charge des personnes, des situations qui ne relèvent pas de la pathologie. Donc, je suis amené à prendre en charge des gens qui ont des variations anatomiques. D'autres médecins diront que je prends en charge des malformations anatomiques. Et je prends en charge également des personnes en rapport avec leur identité, que ce soit des patientes excisées ou plus récemment des personnes trans. Donc, dans cette situation, l'intersexuation me parle, même si je n'y suis pas confronté quotidiennement. De quoi parle-t-on? Ce qu'il faut se dire, c'est que in utero, au stade d'embryon, nous sommes tous nés du même moule, en fait. Et que sous l'effet des chromosomes, des hormones, nous allons nous orienter vers un sexe. Et que chez les personnes intersexes, les chromosomes et ou les hormones vont agir de façon différente et que visuellement, à la naissance et plus tard dans la vie, le sexe n'apparaîtra pas de la façon normée qu'on a l'habitude de voir chez le petit garçon ou chez la petite fille. L'incidence de l'intersexuation, elle est très faible, elle est bien plus faible que la transidentité. En France, il faut estimer que 200 enfants vont naître intersexes, que le diagnostic in utero, il est très compliqué et que très souvent, le diagnostic arrive à la naissance quand l'enfant est posé sur le ventre de sa mère. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'intersexuation, ce n'est pas une pathologie parce que cette constatation-là ne va induire que très exceptionnellement un trouble et un risque sur la bonne santé de l'enfant. De quoi parle-t-on? On parle de ça. Et ça, c'est la seule photo que vous verrez pendant quelques instants pour dire de quoi on parle. C'est-à-dire que l'enfant naît, tout le monde est content, l'accouchement s'est bien passé, papa est content, maman est content, l'enfant va bien, l'enfant a bien pleuré. Et puis, on regarde plus bas ce qui se passe pour confirmer le diagnostic de sexe fait in utero ou pour découvrir ce qui n'a pas voulu être vu au moment de la vie intra-utérine. Et on voit cette constatation-là. Et quand on n'est pas préparé à ça ou quand on n'est pas médecin, et même quand on est médecin, on se demande ce qui se passe. Mais quel est cet enfant? Est-ce que c'est un garçon? Est-ce que c'est une fille? Est-ce que c'est les deux en même temps? Est-ce que c'est ni l'un ni l'autre? Est-ce que c'est tout simplement un monstre ou une aberration de la nature? La vie idéale de ce couple est fortement ébranlée dans ses convictions. Et là, nous parlons de ces personnes intersexes. En premier lieu, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à ces parents qui sont ébranlés. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on est parent? Qu'est-ce qu'on fait quand on est soignant pour prendre en charge ce couple qui a le ciel qui tombe sur la tête, littéralement? Quel est le vécu des parents? C'est vraiment cette sensation d'écroulement. Ensuite, succède un sentiment de honte. Oh là là, mais de quoi quel est cet enfant, quoi? Ça reste un enfant, ça reste un petit être.
Est-ce qu'il est urgent de déterminer si c'est un petit garçon ou si c'est une petite fille? Non, il n'y a pas d'urgence. Mais en tant que personne qui suit des personnes trans, des personnes qui sont nées femmes, qui veulent devenir hommes, ou inversement, ou des personnes qui s'estiment non-binaires, ou des personnes qui s'estiment à genre, pour moi, c'est très facile. Mais pour ces personnes-là, c'est le choc. Et ça fait comprendre pourquoi il y a des demandes de chirurgie qui sont demandées de façon très précoce dans la vie de l'enfant. Il y a un sentiment de honte, de peur. Est-ce que l'enfant est en bonne santé? Est-ce que l'enfant va bien s'intégrer? Vite, vite, il faut qu'on se dépêche parce qu'on va confier cet enfant à une nounou, à une crèche, et que lors du changement de couche, il faut que notre enfant soit dans le moule, en fait. Donc, il y a une pression sociale qui va venir pathologiser tout ça. Alors que c'est des enfants qui vont bien et qu'il n'y a pas d'urgence à signer un enfant d'un côté ou de l'autre. Hier, j'ai vu une personne qui est née avec une ambiguïté sexuelle et on était typiquement dans cette situation-là, en fait. C'est-à-dire que, fort heureusement, on était dans un cas d'intersexuation heureuse, c'est-à-dire que la personne, c'est une personne de 50 ans que j'ai vue. La personne s'est bien construite, la personne s'est affirmée en tant que femme et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais en fin de compte, la chose qui fait que la personne ne va pas bien, c'est le regard des autres, c'est le regard des partenaires, en fait. Et en fait, d'un point de vue sexuel, tout va bien, mais la personne se voit différente des autres, et en fait, quelque chose qui va bien ne devient plus bien à cause de la pression de la société ou de la peur qu'on peut avoir par rapport à la société. Donc voilà, comme disait ma collègue auparavant, des chirurgies ont été faites à un stade très précoce à cause de la demande de la famille, à cause de la pression sociale, sans concertation avec le principal intéressé, avec l'enfant. Et vous pouvez avoir des cas d'intersexuation heureuse, et puis vous avez bon nombre de situations où ça pose problème. Et ces situations où ça pose problème, il y a eu des débats, il y a eu des décisions de justice, il y a eu des décisions. Ce qu'il faut retenir à l'heure actuelle, c'est qu'on change de paradigme et qu'auparavant, on opérait précocement pour le bien de l'enfant. Est-ce qu'on opérait pour le bien de l'enfant? En fin de compte, rien n'est moins sûr. Et qu'à l'heure actuelle, ce qui est préconisé, c'est que les opérations précoces, potentiellement irréversibles chez le petit enfant, il faut réserver ça au cadre de l'urgence. Et que des chirurgies urgentes dans le cadre de l'intersexuation, c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Et que dans l'idéal, il faut associer les choix thérapeutiques ou les décisions de chirurgie aux principaux intéressés et aux personnes intersexes. En médecine, en chirurgie, lorsqu'on opère, il faut qu'il y ait une indication et il faut qu'il y ait un consentement. L'indication, elle peut être faite dans le cas de l'urgence, et dans ce cas-là, il n'y a pas de débat, il faut opérer les personnes sexes s'il y a un péril, et notamment s'il y a un péril urinaire ou néphrologique. En l'absence d'urgence, l'indication d'opérer ces enfants pour lequel le consentement n'est pas possible à obtenir, ça pose débat, et à l'heure actuelle, il vaut mieux préconiser de ne pas opérer ces enfants. Lorsqu'on opère, il faut également qu'il y ait un consentement qui puisse être obtenu. Ce consentement, on peut l'avoir auprès des parents. Le consentement, on peut l'avoir auprès des enfants, mais quand est-ce qu'un enfant peut donner son consentement? À quel âge? Est-ce que c'est à 16 ans? Est-ce que c'est à 12 ans? Est-ce que c'est à 8 ans? Personnellement, je ne sais pas. Ce qui est clair, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cas de la chirurgie de l'intersexe, il n'y a que très rarement des indications à opérer rapidement. Ce qu'il faudrait, c'est que ce petit être il puisse disposer de son identité comme il veut. Et ça, ce n'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté, et ça c'est acquis pour les personnes excisées, c'est-à-dire que les personnes non excisées ont été mutilées, coupées sans leur consentement,
Et ça, dans nos sociétés, il n'y a aucun débat. Si la personne veut se faire opérer, on l'opère. Pour les personnes trans, c'est la même chose. C'est-à-dire que voilà, actuellement, on est dans une société où on dépathologise la transidentité, et c'est très bien. C'est valable pour les personnes majeures, dans le cadre des hormonothérapies et des chirurgies. C'est valable pour les personnes mineures, dans le cadre de l'hormonothérapie, puis des intersexes. Si on accepte ça pour les personnes excisées, pour les personnes trans, pourquoi n'accepte-t-on pas ça pour les personnes intersexes? La place de l'enfant est centrale. Et c'est vrai que des années en arrière, et je jette en aucun cas la pierre aux médecins qui ont pris en charge ces enfants, la place de l'enfant est centrale et son consentement doit être obtenu. Le problème, une fois de plus, c'est quand est-ce que le consentement de l'enfant est possible? À partir de quel âge? Est-ce qu'il faut attendre la majorité? Est-ce qu'on peut tendre vers des situations intermédiaires où on pourra décider de choses alors que l'enfant est mineur? L'autre interrogation que je peux avoir, et là je lui lance des bouteilles à la mer, hein, j'ai pas la réponse, comment faire participer la famille à ça? C'est-à-dire que oui, l'enfant doit disposer de son corps, mais l'enfant a des parents, les parents ont une autorité parentale, jusqu'à présent les parents ont eu leur mot à dire. Est-ce qu'il faut continuer à ce qu'ils aient leur mot à dire? Est-ce qu'il faut les inclure dans la décision? Est-ce qu'il faut les mettre de côté? Je ne sais pas. Et la société, de quel droit la société a décidé du sens où on doit assigner ses enfants ou ne pas assigner ses enfants? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un sexe neutre? Voilà. L'intersexuation, ce n'est pas une pathologie, mais il y a des choix qui sont à prendre. Qui doit prendre ces choix? Alors, bon, bien sûr, le soignant doit aider les parents et les enfants dans tout ça. Il faut que ce soit des centres experts qui orientent les familles et les enfants. Il faut prendre soin des enfants, mais il faut également prendre soin des parents parce que ce n'est pas facile pour eux. Et si on arrive à aider les parents, on aide les enfants, sans forcément qu'il y ait de chirurgie derrière. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour ce soir. C'est une intervention qui est plus courte que les autres, j'en suis conscient, mais le but, en fait, c'était de mettre un pas un peu dans la réalité du vécu des enfants, des parents. Et puis, j'espère que cette discussion, elle va vous aider à nous poser des questions. Merci beaucoup, François. Non, c'était très important d'aborder le problème tel que tu viens de le faire, en nous montrant cet enfant tel qu'il se présente à la naissance. Et l'émotion, on comprend très bien à la lumière de ton intervention, l'émotion que cela entraîne chez les parents et leur entourage qui va faire pression sur ses parents et à travers les parents sur cet enfant. Non, merci beaucoup. Ces 4 interventions étaient très complémentaires les unes des autres et nous font mesurer l'évolution très rapide de ces 20 dernières années sur le sujet, mais aussi les importantes implications de changement de modalité de prise en charge des personnes concernées depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Alors, est-ce qu'il y a dans l'Assemblée des questions sur le sujet?